François Asselineau, le président de l'UPR, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On ne vous entend pas beaucoup en ce moment sur les médias nationaux, alors qu'on voit toutes sortes de vos confrères politiciens sur les ondes et sur les images. Oui, ça, c'est gentiment dit, effectivement. Je suis toujours blacklisté. Alors, ça commence à changer un petit peu. Donc, cette semaine, je suis passé sur RMC, je vais passer sur iTélé, mais ça reste des tout petits médias par rapport à l'orchestration des très grands médias en faveur de quelques candidats. On a eu donc la primaire des Républicains qui a monopolisé pendant des dizaines d'heures toutes les antennes de radio et de télé au profit de gens qui d'ailleurs ne sont pas candidats. On a donné la parole sur les très grands médias nationaux à des gens comme Alain Juppé, comme Nicolas Sarkozy, comme Bruno Le Maire, etc. Tous ces gens maintenant sont passés à la trappe. Après, ça a été le tour de la primaire des socialistes. Enfin, c'est d'ailleurs en cours. On attend le deuxième tour. Donc, les grands médias donnent la parole délibérément pendant des dizaines d'heures à deux grands partis qui sont les Républicains et les socialistes, alors que tout le monde sait bien que les Français en ont assez. Ils en ont assez, tous les sondages le montrent. Les Français, ils veulent de nouvelles têtes et de nouvelles idées. Alors, comme les propriétaires des grands médias le savent, ils ont décidé de promouvoir de façon absolument éhontée Emmanuel Macron. Alors Macron, on n'entend que ça sur toutes les radios, toutes les télévisions. Au cours des 3 derniers mois, Emmanuel Macron a eu droit à 75 couvertures de magazines et de journaux, et il passe à peu près partout, sans compter qu'il y a non seulement le moment où on lui donne la parole, mais il y a tous les commentaires, les commentateurs qui se prévalent de sondages qui sont des sondages complètement bidouillés d'ailleurs, où on explique aux Français qu'ils vont voter en rang serré pour M. Macron. Alors évidemment, il y a un effet de curiosité, donc il y a des gens qui vont voir les réunions publiques qu'il fait, mais enfin de ce que je sais, de ce qui transpire ici ou là, y compris d'ailleurs, je voyais le président d'Odoxa, Gaël Slimane, qui a fait des révélations. Les gens qui vont voir Macron, ils s'en vont avant la fin, et puis ils disent il n'y a rien. Et effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas de programme, c'est une pure créature, c'est une escroquerie. C'est une véritable escroquerie qui est mise en œuvre. Le mot est fort, là. Oui, d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Enfin, je crois que j'étais un des premiers à le dire, mais j'ai vu que les Républicains, ils reprennent le mot. Mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un escroc? C'est quelqu'un qui attire l'attention des gens, qui en les manipulant par le langage, et puis en fait qui leur fait accepter des choses qui ne sont pas du tout ce qu'ils voulaient. Voilà, en fait, ce qui se cache derrière Macron, son discours vide, ce ne sont que des slogans. Ce qui se cache, c'est la même politique que tous les autres, c'est-à-dire l'application de la politique décidée par la Commission européenne, notamment le rapport des grandes orientations de politique économique pour la France. Voilà, donc ça, j'espère on va en parler un instant. Ce rapport fixe pour la France, comme d'ailleurs pour chaque État membre de l'Union européenne, quelle doit être la politique économique et sociale pour l'année 2016 et 2017. C'est un rapport qui est sorti le 18 mai 2016. Donc la Commission européenne a décidé, en fonction de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de fixer quelle doit être la politique économique et sociale de la France pour l'année 2017. C'est-à-dire que, quel que soit le candidat pour lequel les Français vont voter, sauf un candidat qui propose de sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire moi, je suis le seul à le proposer sans tergiverser, eh bien, on sait d'ores et déjà quelle sera la politique conduite, notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, la diminution des prestations chômage, s'attaquer à toutes les professions réglementées, les taxis, les avocats, les notaires, les ci, les ça. Donc l'Europe a préparé les éléments de langage pour chacun. Absolument. Donc en fait, Monsieur Macron, c'est ça. C'est-à-dire en fait, le programme de Macron, c'est le même que le programme qu'a annoncé François Fillon. Il y a d'ailleurs une asymétrie entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que M. Fillon, il a, si j'ose dire, annoncé la couleur parce que le programme imposé par la Commission européenne est un programme objectivement néolibéral, ultralibéral, enfin, peu importe la façon dont on le qualifie, mais c'est fondamentalement un programme, dirons-nous, de droite. Alors que la gauche, elle est dans une situation beaucoup plus difficile puisqu'elle sait qu'elle va devoir appliquer ce programme, mais elle ne peut pas le dire pendant la campagne électorale. Elle est incapable de le dire. Donc elle est obligée de mentir. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à François Hollande en 2012. Vous vous rappelez, il avait dit « mon adversaire c'est la finance et ci et ça », et puis quand il est arrivé aux affaires, il a été obligé d'appliquer le programme défini par la Commission européenne. Donc en fait,
on a d'un côté, on a la droite joue un petit peu plus franc jeu en mettant sur table. Donc on comprend que vous êtes boycotté parce que vous êtes tout à fait à l'opposé de tout cela. Ben, je suis à l'opposé de tout ça, et puis surtout on me boycotte parce que je dis aux Français ce qui se passe vraiment. Mais vous savez, je suis boycotté, mais quand je fais des réunions publiques, il y a énormément de monde qui vient, évidemment, à la mesure de la notoriété que j'ai, c'est-à-dire c'est par le bouche à oreille. C'est par Internet, notre site upr.fr. J'ai vu qu'il y avait une affiche avec je ne sais plus combien de millions de vues. Ah oui, on est en ce moment, on est très très... Écoutez, vous avez vu, on a eu quelques échos de presse quand même sur le fait, par exemple, sur la chaîne YouTube maintenant, on a eu plus de 7 millions de visionnages sur la seule chaîne YouTube. Alors il y a eu des articles de journaux pour dire qu'on était les deuxièmes après Mélenchon. Sauf que nous... À la différence de M. Mélenchon, nous n'achetons pas de femmes sur Facebook, on n'achète pas des j'aime, et on n'achète pas non plus des nombres de vues sur YouTube. Mais on est quand même très 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 suivi. Alors les gens, pourquoi ils viennent m'écouter ? Parce que moi, je dis la vérité. Je dis voilà, si vous votez de Mme Le Pen jusqu'à M. Mélenchon, en passant par tous les autres, sauf moi, ils vont vous dire, on va changer l'Europe, on va faire une autre Europe, on va renégocier les traités, patati patata. Moi, j'explique que c'est impossible de renégocier les traités. Il y a un article, l'article 48, qui impose l'unanimité des États membres. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, il faut avoir 28 gouvernements qui sont d'accord sur un changement d'une virgule dans un traité, et après 28 parlements ou référendums qui sont d'accord. Ça veut dire qu'il faut avoir 56 accords. Bon, c'est impossible à réunir. Surtout s'il s'agissait d'avoir une Europe qui soit plus conforme aux intérêts français. Si l'Europe, elle est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. Si elle est comme elle est, c'est parce qu'elle est la résultante, la confrontation de 28 intérêts nationaux divergents. Donc on ne pourra pas changer les traités. Donc, si les Français se laissent avoir par la promotion, par la publicité qui est faite dans les grands médias qui sont tenus par des milliardaires, écoutez, c'est quand même assez facile à comprendre. Si vous êtes milliardaire et que vous payez une radio ou une télé ou un journal, ben vous allez promouvoir quoi ? Vous allez promouvoir dans votre journal ou dans votre télé ou dans votre radio un candidat qui ne va pas remettre en cause vos intérêts. Donc qui va promouvoir et qui va vous dire l'Europe c'est la paix, qui va vous dire ci et ça, et qui va lancer comme un produit marketing, comme une nouvelle lessive, la lessive Macron, qui lave plus blanc, etc. Et puis les gens vont dire ah bah tiens il a l'air nouveau et autres, mais en fait gratter ce qu'il y a derrière Macron, c'est exactement le programme Fillon, voilà. Donc halte à la désinforme Macron. Désinforme Macron, le mot. Eh bien, dites-moi, vous parlez des patrons, des milliardaires, etc. Quand un homme comme LVMH va voir le président Trump, qui est aujourd'hui en fonction depuis ce vendredi, ça vous inspire quoi, ça ? Vous voulez dire de Bernard Arnault Oui. Écoutez... on est dans un univers où le pouvoir des entreprises privées est devenu écrasant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui trouvent que tout ça est très bien, en fait, ça veut dire que pour eux, la démocratie est quelque chose de passé de mode. Parce que la démocratie, l'origine du mot démos, kratos, démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. C'est un mot d'origine grecque. Donc démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Normalement, le pouvoir du peuple, c'est le peuple dans son ensemble qui décide des politiques. Et ça n'est pas une LVMHocratie, si vous voulez. Ça n'est pas une Goldman Sachsocratie. On est arrivé maintenant avec c'est un petit peu comme si on revenait à une espèce de Moyen-Âge avec des grands seigneurs féodaux, mais cette fois-ci, les seigneurs féodaux, au lieu que ce soit le comte de Charolais ou le duc de Bourgogne, eh bien, c'est le président d'un très grand groupe français des médias ou du luxe, c'est les présidents de très grandes banques ou de grands fonds d'investissement. Et c'est ça qui ne va pas, et je pense que c'est justement contre ça que l'ensemble du monde occidental a commencé à bouger. L'élection de Trump, en fait, c'est quoi ? C'est qu'il y a une énorme partie des Américains, une classe moyenne, il y a quand même eu plus de 65 millions, je crois, de votants, qui se sentent déclassés, qui ont compris que désormais, le pouvoir était de plus en plus cannibalisé par des grandes corporations financières, notamment, et au détriment des intérêts des peuples. Il y a eu, il y a quelques jours, la publication d'une statistique extrêmement intéressante par une organisation non gouvernementale britannique qui s'appelle Oxfam. Et on a appris
que toute cette procédure dite de mondialisation, vous savez, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, la mise en concurrence, etc., ça a eu pour conséquence une augmentation phénoménale, encore en 2016, des inégalités au niveau planétaire. Les 8 premiers milliardaires au monde. Alors vous avez Amancio Ortega qui a créé la société Zara, vous savez, les vêtements qui sont fabriqués au Bangladesh. Vous aviez bien entendu Bill Gates, vous avez aussi la plus grande fortune mexicaine, vous avez, etc. Les 8 plus grands milliardaires au monde ont une fortune de l'ordre de 402 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'ils ont une richesse cumulée, les 8 personnes les plus riches du monde, égale à ce que possèdent 50% des habitants sur Terre, les 50% les plus pauvres. Je ne sais pas, ça doit faire quelque chose comme 3,8 ou 3,9 milliards d'habitants. J'ai vu cette étude. Donc c'est affolant. Donc, et on voit bien en Union européenne et en France qu'il y a une augmentation constante des inégalités, avec tout à fait au sommet de l'échelle sociale une toute petite minorité, mais quelques milliers de personnes qui gagnent de plus en plus d'argent, des sommes folles, des sommes déraisonnables en fait. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez un appauvrissement. Alors, les pauvres deviennent très très pauvres, sombrent dans la misère, et l'ensemble de la classe moyenne est en train de s'appauvrir. Et ça n'est pas durable, ça n'est pas supportable sur long terme. C'est ce qui, d'ailleurs, annonce des grandes secousses électorales pour les élections qui vont venir, donc l'élection présidentielle et les élections législatives. Dites-moi, où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos recherches de voix? Alors, de parrainage. De parrainage. Oui. Écoutez, je n'ai pas encore annoncé, je vais l'annoncer très prochainement. Parce que le problème que nous avons, c'est qu'il s'agit de promesses, donc je veux avoir des certitudes. Suffisamment de promesses parce que vous savez, c'est la lutte. Hein. Il y a des pressions qui sont exercées. On sait par exemple que dans certaines provinces, il y a des caciques du Parti socialiste qui font pression pour donner des parrainages à Monsieur Macron, etc., etc. Il y a d'autres candidats encore en lice. Donc pour l'instant, ce sont des promesses et je voudrais être un petit peu en avoir davantage, mais disons que j'ai très très bon espoir que ça va marcher, et je vais bientôt d'ailleurs faire une inauguration de notre siège de campagne. On a un siège de campagne à la fois pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Mais je pense, vous allez voir, que ça va décoiffer, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un certain nombre de sondages en ligne qui existent, et à chaque fois qu'il y a le nom d'Asselineau, on fait des scores qui sont stupéfiants. Pour tout dire, j'arrive toujours premier. Alors il y a des gens qui disent mais comment c'est possible? Ils ont des moteurs de trucs, ils truquent les statistiques. Alors il y a eu plusieurs instituts, en ligne, qui ont décidé qu'on pouvait voter qu'en remplissant des questions, des choses comme ça, ou en mettant son adresse courriel. Et après qu'ils ont installé ces systèmes de vérification pour éviter que des gens votent plusieurs fois, le pourcentage de votes que j'ai obtenu a encore augmenté. C'est-à-dire que c'était pas nous qui truquions les sondages. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut quand même quelque chose. D'ailleurs, vous avez vu, vos auditeurs ont pu voir un peu dans toute la France, en région parisienne, mais aussi outre-mer, notamment en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, voir énormément de nos affiches un peu partout, beaucoup, oui. Parce qu'on a énormément de militants et qui veulent en découdre. Je pense réellement que je vais être la surprise de l'élection présidentielle. Vous allez voir ce qui va se passer. Je pense qu'on va faire un truc assez énorme. Voilà, on ne sait pas si on doit partager votre optimisme, mais vous l'êtes vraiment. Alors dites-moi, le monde bouge énormément. Il y a l'arrivée de Trump. Il y a cette déclaration cette semaine d'un Brexit dur annoncé par la Première ministre britannique. Il y a, on l'a vu à Davos, le président chinois qui vient pour la première fois et qui se pose en chantre de la mondialisation. C'est des soubresauts incroyables. Mais il est en train de se produire quelque chose qui, moi qui suis un grand amateur d'histoire, ne me surprend qu'à moitié. Je suis comme tout le monde, je suis un peu ébahi de l'évolution des événements, mais si vous y réfléchissez bien, en fait, les événements que nous constatons sont tout à fait corrélés aux histoires des peuples et des nations. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis sont sur une phase de déclin. Parce qu'en fait, les milliardaires qui tiennent ce pays, comme ils tiennent également d'ailleurs les grands pays occidentaux, ont décidé de jouer la maximisation de leurs profits
au détriment du bien-être de leur population. Ils ont décidé d'aller faire fabriquer à l'autre bout du monde, en Chine, au Bangladesh, etc., à très bas coût, les productions pour maximiser leurs profits. Mais le résultat, c'est qu'il y a une montée partout du chômage et de la pauvreté, partout dans les pays occidentaux, j'en ai parlé tout à l'heure. A contrario, la Chine a été le grand bénéficiaire de cette politique. Donc maintenant, on voit cette chose assez cocasse en effet, c'est que le gouvernement chinois, qui est prétendument communiste, vient à Davos, qui est une espèce de réunion, le temple, si j'ose dire, du capitalisme, et le président chinois réclame sur l'air des lampions qu'on maintienne la mondialisation libérale, alors que justement les États-Unis sont en train de faire machine arrière parce que les peuples se sont ressaisis de la difficulté. S'agissant de Madame Theresa May, de la première ministre britannique, elle a décidé en effet non pas un hard ou soft Brexit, ça c'est de l'anglicisme, c'est pas dur ou mou, c'est un Brexit clair. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a décidé de sortir de l'Union européenne. Ça, c'est le peuple britannique qui avait décidé. Mais il y avait ensuite des modalités. C'est-à-dire, est-ce que la Grande-Bretagne allait sortir du traité de Maastricht, mais conserver les acquis du traité de Rome, c'est-à-dire est-ce qu'elle allait rester dans une espèce de marché commun, ou est-ce qu'elle allait tout dénoncer, y compris le traité de Rome. Donc elle a tranché, elle va tout dénoncer. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que Madame Theresa May, elle prouve ce que je ne cesse personnellement de dire depuis 10 ans, c'est-à-dire que il y a une vie après l'Union européenne, après le marché commun. Madame Theresa May, ça n'est pas l'extrême droite, pas du tout, c'est le gouvernement légitime de Sa Gracieuse Majesté. Elle a dit quoi aux Britanniques? Elle dit voilà, maintenant la Grande-Bretagne va redevenir un pays souverain, indépendant, qui n'obéit plus à la Cour de justice de l'Union européenne, parce que si elle était restée encore sous le traité de Rome, il y avait encore la CJUE. Désormais, nous serons libres et souverains, et elle dit on va maintenant rouvrir, écoutez bien, rouvrir le Royaume-Uni sur l'ensemble du monde. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Elle est en train de nouer des partenariats avec l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est très intéressant à voir. C'est que on a fait croire aux Français, au peuple d'Europe, qu'il n'y avait pas de possibilité de sortir de l'Union européenne, sinon ce serait le refermement sur soi et autres. Le Royaume-Uni est en train de nous prouver le contraire. Puis alors, dans les déclarations qui ont eu lieu récemment, il y a eu aussi les déclarations justement du nouveau président des États-Unis qui a dit qu'à son avis, le Brexit serait un succès, ce qui d'ailleurs pour l'instant est le cas. Toutes les données macroéconomiques au Royaume-Uni sont orientées dans la bonne direction. Le chômage dégringole, la consommation redémarre, les investissements internationaux arrivent au Royaume-Uni en masse. L'indice boursier a atteint son record historique à la fin 2016. Et le président des États-Unis a dit d'ailleurs que lui, il attendait de voir, il avait demandé à ses collaborateurs qu'on lui donne la liste des pays de l'Union européenne selon la probabilité qu'ils sortent les premiers de l'Union européenne. En d'autres termes, la construction européenne, elle est atteinte à mort, en fait. On est encore en train de vivre pendant quelques années, sans doute, ce truc. Moi, tout ce que j'ai dit depuis 10 ans se révèle donc exact. Et je dis aux auditeurs, il faut que les auditeurs fassent leur choix sur le prochain chef de l'État en se disant, est-ce que ce monsieur ou cette dame, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que ce qu'il a dit depuis 5 ans, 10 ans est vrai ou est-ce qu'il a constamment changé d'avis? Et puis, que les gens se disent aussi, est-ce que c'est un monsieur ou une dame qui a la carrure de diriger l'État? J'estime pour ma part avoir maintenant montré que j'ai le courage, la carrure, la lucidité, la clairvoyance pour diriger notre pays. Alors moi, j'allais vous dire que ce Brexit apporte de l'eau à votre moulin et à ce que vous défendez depuis... Nous défendons le Frexit. D'ailleurs, un Frexit qui est un triple Frexit, si j'ose dire, c'est nous voulons sortir de l'Union européenne, ce que fait le Royaume-Uni, de l'euro. Alors le Royaume-Uni n'avait pas besoin de le faire puisqu'il n'y était pas, il avait conservé la livre sterling. Et la troisième chose, c'est que nous voulons sortir de l'OTAN. Alors que le Royaume-Uni ne l'a pas décidé. J'ai parfaitement conscience que ce sont 3 choix géopolitiques et financiers très importants,
Mais là aussi, les déclarations de Donald Trump, qui a redit de nouveau que l'OTAN était une structure obsolète, vont dans notre sens. Écoutez, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir à quel point c'est comme si la divine providence avait d'un seul coup écarté tous les obstacles qui nous empêchaient d'accéder au pouvoir en France. Moi, je suis en faveur du Frexit. Le Brexit a eu lieu. Maintenant, plus personne ne nous dit qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Alors, pendant des années, j'entendais beaucoup de Français qui me disaient on ne peut pas en sortir. Deuxièmement, il y avait des gens qui me disaient oui, mais si on en sort, ça sera la catastrophe économique. Le Royaume-Uni est en train de prouver le contraire. Et puis, troisièmement, il y avait des gens qui me disaient de toute façon, les Américains ne vous laisseront jamais sortir de l'Europe et de l'OTAN. Et maintenant, nous avons à Washington, c'est incroyable, mais c'est comme ça, on a un chef d'État à Washington qui est favorable au Brexit, qui est favorable à la sortie des pays de l'Union européenne et qui, en plus, nous indique que l'OTAN est une structure obsolète. Et en plus, il est contre le TAFTA, nous aussi, on est contre le TAFTA. Et en plus, il a repris langue avec Vladimir Poutine et nous sommes en faveur d'un dialogue nourri et apaisé avec la Russie, puisque nous avons un intérêt fondamental à faire baisser les tensions. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs le legs d'Obama, dans les derniers jours de la présidence Obama, il a envoyé des quantités de chars en Europe, destination dans les frontières russes. Bon. Nous trouvons que tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec Trump, alors je ne parle pas de la politique intérieure, ça c'est pas mon problème. Il a fait des déclarations tonitruantes qui ne sont pas de mon goût. Et il a tenu des propos parfois à la limite du racisme, etc., ou de la misogynie. Ça n'est pas notre style. Mais en matière internationale, force est de constater qu'il change l'eau du bocal, si vous me permettez. Il est en train de modifier considérablement la situation géopolitique. Eh bien, nous, ça nous sert. Jamais nous n'aurons eu, depuis des décennies, un pouvoir à Washington qui soit finalement aussi favorable à ce que la France reprenne les choses en main, le peuple français reprenne la France en main. Et c'est ça que moi je veux faire. Il faut que les Français reprennent leur propre pays en main pour décider de notre avenir collectif. On peut dire que ça va tanguer dans les prochaines semaines. Ah, ça va tanguer dans les prochaines semaines. Et puis, croyez-moi que si, comme je l'espère vraiment, si je suis bien candidat à l'élection présidentielle, si le Conseil constitutionnel reçoit et constate tout ça, on va voir ça très bientôt, eh bien, je peux vous dire que je vais profiter de la campagne présidentielle pour mettre les pieds dans le plat et pour avoir accès à cette notoriété nationale qui m'est actuellement refusée par une poignée de milliardaires. Hein. C'est en fait une poignée de milliardaires qui a décidé que le parti que je préside, qui a fait 1% des suffrages aux élections régionales en 2015, n'avait pas le droit à la parole. Mais les choses vont changer et vous allez voir, je pense que la campagne électorale va être une campagne tout à fait intéressante. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos